Déjà écrit au directeur du Thomson Grand Public il y a quelques mois en lui disant très clairement que Thomson ne pouvait pas se désintéresser de ce développement économique qu'il avait créé dans la région de Saint-Pierre-Mont-Limard. Donc en fait, moi quand j'ai lu votre livre là, j'ai appris l'histoire des Blavier, la famille Blavier bien sûr, Paul et Jean Blavier. Et ce qui m'a surpris déjà, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale, de votre histoire personnelle, que vous êtes rentré déjà en clandestinité dans la région pour échapper au STO, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça? Parce qu'à l'époque, les jeunes de votre génération étaient envoyés en Allemagne pour travailler dans les usines, c'est ça? C'est ça. Il y a eu, à cette époque-là, il y avait, partait pour ceux qui étaient volontaires, mais pas ça. Il y avait un décret, à ce moment-là qui était venu au mois de juin, je crois, ou je crois, avant la date importe peu, que tous les jeunes de la classe, c'est-à-dire qui avaient 20 ans, partaient obligatoirement en Allemagne. D'accord. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà parti de la Bellière, je travaillais dans une mine. J'avais déjà appris la clandestinité, comme on dit. Dans une mine qui est en bordure de Loire-Atlantique, en bordure d'Ancenis, à Mouzeil. Ça se passait mal, il y avait une mauvaise ambiance apparemment. Alors, à la mine, ils ont une mauvaise ambiance. Ouais. Une très mauvaise ambiance parce que, voyez-vous, il y a les gens qui étaient, il y avait les mineurs de profession qui étaient là, qui travaillaient, qui connaissaient leur métier, mais tous les autres c'était des jeunes comme moi, c'était camouflés, comme on dit à l'époque. Alors camouflés, il y avait là des jeunes de toute formation, de toutes les villes, quoi. Et on était considérés comme affectés spécial. Affectés spécial à la mine, donc on risquait, on ne partait pas en Allemagne jusqu'au jour où ce décret est paru, que ceux de la classe 42 partaient tous. C'est ça. Alors à ce moment-là, comme je n'étais pas un mineur de profession, puis pas un mineur de charme, je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison et là j'ai attendu, les dates apportent peu, quelques mois, et j'ai eu un premier télégramme de la commandanture. Je me convoquais pour partir en Allemagne. De Montrevaux? Et je suis pas parti. Deuxième télégramme pareil, convoqué à la commandanture à Angers. Et ce jour-là, je n'y suis pas allé non plus. Et j'ai disparu de la circulation. Et à cette époque-là, lorsqu'on ne répondait pas aux convocations, qu'est-ce qui se passait? On venait frapper à votre porte chez vous? Le risque qu'on prenait, évidemment, que n'étant point parti en Allemagne et disparu de la circulation, c'est qu'il y ait des recherches et que ce soit la famille qui était restée sur place qui pouvait avoir des représailles. Les conséquences. C'est ça. Alors là, la famille n'en a jamais entendu parler, forcément c'était avec l'accord de ma famille, ça. Bien sûr. Et j'ai toujours pensé, et ça reste ça une opinion personnelle, et j'y crois encore, que nous étions dénoncés. Parce que la classe 42 devait partir en Allemagne, les gens nous connaissaient bien sur le terrain, et comme on n'était plus là, ils ont dit on est parti en Allemagne, et il n'y a pas eu de recherche. Et pour moi, on était dénoncés par des appelons-les des collaborateurs de l'époque. Des gens du village? C'est dans le village qui nous dénonçaient la commandanture jusqu'à ce qu'on disparaisse. Alors moi ça s'est bien passé, cette clandestinité, appelons-la clandestinité au départ, puis après, puisque j'avais eu des rôles, on avait quand même envie, on n'avait pas complètement cloîtré quand même qu'on était parti, je travaillais dans une exploitation. C'est ça, dans une ferme, vous êtes allé dans une ferme. Et puis ma foi, au bout de quelques années, au bout d'un petit moment, j'ai rencontré une jeune fille là-bas que j'ai épousée après. C'est ça aussi. Ce qui m'a impressionné aussi dans le livre, c'est que vous êtes arrivé à une histoire avec une patrouille dans Montrevaux lorsque vous vouliez aller voir le vétérinaire. Une petite histoire, oui. Vous êtes parti en vélo la nuit. Oui.
couvre-feu et vous êtes tombé directement à Montrevaux sur une patrouille d'Allemands. Voyez-vous, ça c'est. J'ai relaté quelques petits. Celui-là, c'était un fait divers. Je crois que j'en ai rappelé un autre comme ça, pour faire voir justement. Cette période de l'occupation allemande, eh ben, on était surveillés. D'accord. On était surveillés. Et là, c'était. Moi, j'avais un petit fermier à la petite Bélière. C'est ça. Que Nicolas. Oui, c'est ça, bien sûr. Nicolas, vous étiez installé là-bas. À la petite Bélière, qui avait besoin du vétérinaire pour un vélage le soir. Alors ce petit fermier qui avait 3 ou 4 vaches, son premier cours c'était d'appeler mon père, qui avait quand même une certaine expérience, et puis ensemble pour voir s'il pouvait arriver au vélage. Oui. Et manque de peau, il y a eu des complications, il fallait le vétérinaire. Alors pour mon père, il connaissait bien qui avait fait la DIR 14, il n'avait pas pensé qu'il pouvait y avoir, ils n'avaient pas pensé qu'il pouvait y avoir une sentinelle. Alors, on a parti à mon vélo, il y a eu 18 ans à ce moment-là, à Montrevaux, trouver le vétérinaire, et en arrivant à Montrevaux, la sentinelle était là, il y avait 2 sentinelles qui veillaient, justement, c'était en pleine nuit, ça. En pleine nuit, oui. Ouais. Et les gens risquaient gros à l'époque quand ils se faisaient avoir comme ça, bah, parce qu'ils étaient un peu pris pour des partisans. Quoi. Exactement, exactement. Alors, quoi faire? Alors, je vois encore, ça m'avait quand même marqué, des sentinelles, puis mon vélo d'une main, et puis nouveau la partie où était la commandature à Montrevaux. Au château. À Montrevaux, c'était au château de Montrevaux, là. Alors, je me vois encore, il y avait les 2 grandes tables avec des officiers de chaque côté, et j'arrivais pas à me faire comprendre. Bah oui, barrière de la langue. Alors, pour en finir, docteur, ça s'est un peu débloqué. Et la sentinelle m'a conduit chez le vétérinaire, où j'ai fait ma commission. Le vétérinaire était parti, lui. Et puis la sentinelle m'a reconduit jusqu'au sortir de Montrevaux. Ah, bon. Et puis je vous assure que pour rentrer, j'ai pas mis longtemps. Ils se sont bien rendus compte que ce petit gars de 18 ans n'était pas un danger pour eux et qu'il faisait... Non, on n'avait pas pensé. Mais alors mon père, qui était resté avec le petit Bélière, là, me voyant pas revenir, tout d'un coup, ils ont réalisé, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ils ont dû s'inquiéter. Alors les autres étaient partis à pied, juste sur la route, à la rencontre pour voir si j'allais arriver. Alors quand ils m'ont vu arriver avec mon vélo, alors la vache était passée au 2e. En fait, si je comprends bien, il y avait 2 commandants de tour, il y avait celle de Montrevaux et aussi à la Bélière, ils s'étaient installés là-bas. Il y avait un château, il y en a eu dans le château, oui. Ils étaient installés là... Je pense qu'il y en a eu à 2 périodes. Parce que moi j'ai connu la première période de bandade de l'armée allemande. À la Libération À la Libération, quoi. La bandade de l'armée française. Ah oui, d'accord. De l'armée française. Que là, il y en a eu, ils étaient dans le château. D'accord. Ils étaient dans le château, ils occupaient la ferme en haut. La ferme n'était pas comme elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de transformations, mais ils l'occupaient avec des chevaux, ils jouaient encore leur attirail, et nos chevaux, nous, étaient dehors. D'accord. Et les autres, ils étaient à l'abri, quoi. Et là, les autres étaient à l'intérieur du château. Et comment M. Blavier, lui, gérait ça, cette époque de cohabitation avec les Allemands dans son château à lui? Je sais pas, alors là, c'est une question que je me pose encore. Que je me pose encore, parce qu'il m'a semblé très indifférent à tout ça. D'accord. Très indifférent, je pense, vis-à-vis des Allemands, mais comme mon départ dans la clandestinité et tout ça, était intervenu auprès de mes parents, était pas intervenu, j'en sais rien, mais je crois pas, je crois plutôt entre nous, je n'ai jamais dit, il y a qui m'ont posé la question directe. Je pense qu'à l'époque de l'occupation, il était plutôt pétainiste. D'accord. De Pétain. C'est une opinion toute personnelle. Hein. Oui, Je n'ai rien pour confirmer, mais c'est après une réflexion d'adulte, après, quand j'étais rentré sur place, je me suis toujours posé cette question. Et j'ai pas convaincu, mais presque, qu'il était plutôt pétainiste. En faveur de Pétain. Ce qui expliquerait peut-être aussi que l'armée allemande ait trouvé logis dans son château directement. Puisque pendant cette période-là, M. Blavier continuait d'occuper son château, j'imagine. Ah mais il occupait son château, oui. Oui, lui, non, je ne sais pas.
Alors, as-tu eu conflit personnel avec des Allemands, des discussions avec des Allemands, on n'en sait absolument rien. Oui. Ça, on n'en sait absolument rien. Je crois que c'est pas volontairement qu'il a mis son château à leur disposition. D'accord. Ça, non, sûrement pas. Il a peut-être été forcé. À ce point-là, il a été forcé. Et l'écurie qui est toujours à la Bellière, là, il y avait les chevaux des Allemands, j'imagine, à cette époque-là. Il y avait les chevaux des Allemands, et surtout à la ferme. Surtout à la ferme. Surtout à la ferme, parce que la ferme, c'est pas du tout ce qu'elle est. Ça a été beaucoup transformé, quoi. Vous parlez de la ferme, mais c'est pas la tourtelière, là. Comment? C'est pas la tourtelière, là. Vous parlez de la ferme de la Bellière. Oui, la tourtelière. D'accord. Ah, ils étaient là-bas. La tourtelière, oui. Ok. C'était surtout la tourtelière, oui. Oui, c'est une période, forcément, que moi, la position de M. Blavier et tout ça, elle n'a jamais été très claire, très définie, quoi. Ouais. Et pourtant, mon père était régisseur. Est-ce que mon père s'en était entretenu avec lui à ce moment-là? J'en sais rien. Ouais, on peut pas savoir. Et lui, il devait avoir ses occupations aussi. Il passait son temps à Paris aussi, je crois, non? Il était tout le temps ici, à la Bellière, à Saint-Pierre, ou il avait d'autres occupations ailleurs, M. Blavier? Il avait Très lasé aussi, je crois. Je ne me rappelle pas s'il se déplaçait beaucoup pendant cette période d'occupation allemande, mais il avait une autre exploitation, comme celle de la Bellière, c'était à Montreuil-Juillet, auprès d'Angers. D'accord. Oui. Mais le centre, son centre d'accueil était quand même la Bellière. Le centre d'accueil était à Bellière. Il y avait à Paris aussi, il y avait des propriétés, quoi. Oui. Et dans le livre, là, vous parlez souvent des dépendances du château. Les dépendances, c'est les communs, ce qu'on appelle les communs maintenant, c'est ça? C'est ce que vous appelez, oui, c'est là. C'est ça? C'est ça. D'accord. Où sont les écuries, où sont les... De bâtiments latéraux? Les bâtiments d'habitation, moi j'ai habité là-bas. Vous habitez là-bas? Quand je me suis marié, moi j'ai habité là-bas de nombreuses années. D'accord. Mes parents sont venus habiter là-bas quand mon père était nommé régisseur. Oui, à partir du moment où il était régisseur, où il percevait les fermages des métairies aux alentours. Oui. D'accord. Oui, les maisons, la rangée de maisons qui est en haut, là, sur la gauche, quand vous descendez de chez vous, là. Oui. Ben, moi j'habitais la première maison, puis après il y avait un bureau, c'était le bureau de mon père, c'est là qu'il recevait les gens. D'accord. Et il habitait un peu en dessous, lui. D'accord. Parce que moi, ce que j'ai du mal à imaginer maintenant, c'est qu'il y avait une vie avec beaucoup de gens. C'était très animé finalement là-bas à l'époque. Ah, ben, il y avait énormément de gens entre les domestiques, les gens qui vivaient au château, etc. Ouais. Il y avait là-bas la ferme elle-même employait environ une douzaine de personnes. D'accord. Et après, il y avait les employés du château. Il y avait les employés du château où il y avait une cuisinière, les femmes de chambre, chauffeurs, puis il y avait le jardinier. Il y avait un jardinier qui était là aussi. C'est ça. Pour entretenir tout ça. Donc ça faisait une grosse entreprise, quoi. C'est ça. Et les gens étaient logés dans les communs Ils étaient logés dans ces maisons-là. On était logés dans ces maisons-là. Et qui logeait dans le château à part M. Blavier alors? Ben là, si on va jusqu'à l'origine du château, comme je l'ai connu, moi je me rappelle très bien, il y avait Madame Blavier, il y avait sa mère. Ah, il y avait sa mère. Sa mère. Sa mère habitait aussi avec lui. Sa mère habitait dans le château parce que ce grand château, la mère habitait plutôt dans la partie qui est la plus près de l'orangerie, citons-là comme ça. D'accord. Et lui habitait de l'autre côté. D'accord, du côté forêt là. Et sa mère, moi quand je l'ai connue, parce que sa mère est décédée en 1951. Donc j'ai connu quand même pas mal. Ah oui. Eh bien, cette femme-là avait sa cuisinière et sa femme de chambre. Et lui, de l'autre bout, pareil, avait sa cuisinière. Et l'entretien du château. D'accord. Et vous parliez aussi de Madame Turbine, celle qui allait au moulin faire l'électricité. Ah, c'est un fait que j'ai voulu citer, ouais. Parce que c'est très typique. Hein. Il y avait, pour situer le ruisseau qui traverse la propriété, oui. Quand elle sort de la propriété, 300 mètres ou 400 mètres plus loin, il y a un lieu-dit qui s'appelle la Rabinière. D'accord. La Rabinière, mais aujourd'hui il n'y a plus rien, ça a été démoli, complètement rasé. Et à partir de ce ruisseau-là, il y avait
Un bief, appelons-le, c'était un bief qui, pour alimenter, qui dégageait du ruisseau et qui s'en allait alimenter une turbine à ce lieu dit de la Rabinière pour fournir l'électricité dans le château. D'accord. C'est pour ça que monsieur... Et il fournissait son électricité pour le château et pour la ferme. Pour la ferme, si bien que moi, comme j'ai travaillé, j'étais logé dans les dépendances du château où j'avais l'électricité, et à la ferme, il y avait la ferme pour l'électricité, pour les écuries, mais pas pour les maisons. Ah bon? Les chevaux passaient en premier, c'est ça? Pour les écuries, il y avait l'électricité, on avait... Enfin, voir, c'était des petites ampoules à ce moment-là, mais enfin, c'était mieux que la bougie. Ouais, et puis, nos animaux, ça permettait d'avoir des abreuvoirs automatiques. C'est ça, qui puisaient l'eau du puits, qui les amenaient dans un conteneur qui était à l'étage dans l'écurie, et qui donnait la bonne quantité d'eau dans les abreuvoirs des chevaux. Gravitairement, tous les animaux étaient alimentés par ça. C'était assez exceptionnel à l'époque déjà. C'était formidable à l'époque. Ouais. Donc, cette brave dame que j'appelais la mère turbine, quand c'était pour mettre sa turbine en route, il fallait que l'eau vienne en quantité, elle passait lever toutes les portes de ces retenues-là pour que l'eau arrive pour alimenter la turbine. Et quand elle avait fini, elle retournait fermer ses portes pour avoir de l'eau pour les prochains besoins le lendemain ou le surlendemain. D'accord. Il fallait les actionner manuellement à chaque fois, chaque porte de chaque petit barrage. Exactement. C'était un mode d'autogestion finalement. Hein. Ils avaient l'électricité. Vraiment, déjà à l'époque, on vivait avec les... À cette époque-là, oui, c'était énorme, moi je crois. Je pense, je l'ai toujours pensé, puis je continuerai à le penser, je pense, que l'ingénieur de tout ça, c'est-à-dire l'homme de tout ça, c'était pas Paul, Jean Blavier, c'était son père. Paul Blavier. C'est lui qui avait ouvert les mines d'or, qui avait fait les mines d'or. Ouais. Et pour moi, c'est lui qui avait fait ça. Paul Blavier. Il avait été maire de la commune de Saint-Pierre au début du XXe siècle, c'est ça. C'est ça. Et pour moi, c'est lui qui avait... Ça doit être un sacré bonhomme. C'était l'initiateur du projet de pour moi, c'est d'eau. lui. Son fils est venu après, il l'a très bien géré, quoi. Ouais. Mais toutes ces installations-là étaient faites avant. D'accord. C'est du temps de Paul Blavier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces installations-là dataient d'avant la guerre de 14. Déjà? Ben oui. Déjà. Puisque lui, je crois qu'il est décédé en 16. Alors ça veut dire que ces installations-là auraient été mises en place pratiquement au début du siècle. Début du siècle, hein. Au début du XXe siècle, à mon avis. Peut-être déjà à l'époque des Langlois. Ah oui. Ouais. Et vous parlez d'une rencontre avec donc Paul Blavier au château, avec les gens qui venaient pour s'intéresser aux mines d'or déjà, pour faire des prélèvements, pour retrouver les mispiquels. Oui. Et à partir de là, a commencé le développement des mines d'or de Saint-Pierre. Il était ingénieur chez Blavier. Chez Blavier était ingénieur des mines, ingénieur des chemins de fer. Quand ils sont arrivés, parce que c'est Blavier, quand ils sont arrivés à Saint-Pierre, c'est pas les autres qui étaient à la construction du château. Ce sont les Langlois qui étaient à la construction du château. En 1851, 61. En 1861, quelque chose comme ça. Ouais. C'est les Langlois qui l'ont construit, et Blavier est venu là parce qu'il a épousé une Langlois. Il a épousé une Langlois, c'est ça. Il a épousé une Langlois. Alors, j'ai perdu le fil de mon rayon. Alors il y a quelqu'un qui est venu pour faire des inspections du sol de la Bellière. C'est ça. À l'époque, on trouvait du nickel, je crois, ou de l'arsenic. Et ils ont trouvé des mispiquels, en fait, c'est ça? Qui est l'indice d'un filon d'or. Oui. Alors là, il a fait des fouilles, il avait des amis ingénieurs, M. Burt, il a fait, et ils ont fait des fouilles ici. Là, vous n'avez jamais été au site, là? Non, pas encore. Ben non, mais c'est pas le site, c'est RAM aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, ils sont sur le site des anciennes mines le site de Saint-Pierre. Des mines d'or, et il a obtenu après une concession de 500 hectares. Autour Autour du site, là.
D'accord. Alors il a commencé à faire des fouilles avec les puits. Parce que la commune de Saint-Pierre, c'est formidable. Là, à partir du site des mines d'or, on sait, on avait les plans en mairie, puis il doit bien y être encore, parce qu'il y a toute une partie de Saint-Pierre qui n'est pas constructible. C'est traversé par des mines, par des galeries. Ah d'accord. Là, oui. Oui. Tout s'effondre en fait, c'est ça. Ah ben, moi j'ai vu des éboulements dans le bois, dans le petit bois qui est au-dessus, là. Ouais. On sait, il y a un passage des galeries là, ils sont pas très profondes. Les moins profondes sont à 30 mètres et les plus profondes à 170 mètres dans les galeries. Ah oui, quand même. Ouais. Alors donc 30 mètres, là, on a connu des éboulements. Hein. Ah oui, oui. Et dans le bois, moi j'ai connu des éboulements, même pendant que j'étais maire, tout d'un coup une galerie s'effondrait, quoi. C'est ça. Vous racontez que vous avez vu un arbre qui est tombé Ouais, directement du sommet, vous ne restez plus que la pointe en fait, c'est C'est ça? un souvenir d'écolier, ça. D'accord. Non mais c'est vrai, ça nous avait marqué. C'est incroyable Parce qu'on ça. allait à l'école à pied, hein. On Eh venait oui, de la belle déjà. guerre, mais on allait à pied. À pied, c'était. Ben oui. Alors en arrivant là, un tout petit peu plus haut, là, 100 mètres au-dessus, à l'entrée du bois de l'autre qu'on appelle, il n'y avait plus que la cime de l'arbre, il était rentré dans la galerie. Les gens vivent sur des galeries souterraines en fait, là, hein, c'est Ah, incroyable. ouais. Hein. Ah ben là, on a les plans, là, ça s'arrête, la partie constructive de Saint-Pierre, ça s'arrête là au-dessus, citons là au-dessus de Corfour. D'accord. Au-dessus de Corfour. Et toute la partie du bois n'est pas constructible. Alors après, on a tout un passage de galeries, mais qui sont très profondes, qui sont 70-80 mètres, qui sont très profondes, on n'a jamais vu d'éboulement, et qui s'en vont à un autre puits d'extraction qu'on appelle Saint-Antoine. D'accord. Et là, il y avait un autre puits d'extraction. Ouais. Et c'est la fin des galeries qu'on connaît de ce côté, qui sont du côté ouest au fond. D'accord. Ce que je comprends bien, c'est que quand vous étiez jeune, il faut s'imaginer Saint-Pierre-Mont-Limard, avec toute une population émigrée, venue pour travailler pour les mines, Oui. et vous racontez même que dès que vous étiez sur mineurs polonais, italiens, vous changez de trottoir pour pas se mélanger. Oui, c'est une petite histoire, ça. Mais oui, Il y avait vraiment une séparation entre les Français, les gens d'ici et puis les autres. Il y avait ça, oui, c'est un fait. C'est un fait. Il y avait en face, comme vous venez là, les premières usines qu'on rencontre là, sur la route, là, il y avait un puits d'extraction là-bas. On appelait Saint-Joseph. Il y avait un puits et il y avait à côté des maisons, on les appelait les maisons de bois parce qu'elles étaient construites en bois. Et là, il y avait des ouvriers mineurs qui habitaient là avec leurs enfants, s'en allaient à l'école. Alors automatiquement, tous les enfants de l'école privée, on était des caïds. Et puis l'école publique, on les regardait d'un peu loin, quoi. D'accord. Alors on changeait de trottoir. Ah bon? Pour pas aller ensemble à l'école. C'est Oh là là. complètement idiot, je crois que je le signale aussi, ça. Parce qu'après, tous ces gars-là, on est devenus de bons amis, on a côtoyé. Ouais. Mais ça avait été à l'origine quand même, à l'époque, d'une sorte, pas un clivage entre les deux, les populations, mais c'était quand même assez marqué. Parce qu'il y a toute la partie privée catholique, au fond, parce que la région ouest est très marquée par la religion catholique. Bien sûr. Par la religion catholique, il y a eu là, il y avait ce qu'on appelait le patronage pour les jeunes de 15, 16, 17 ans. Et il y avait des activités sportives et culturelles. D'accord. Et ceux de l'école publique ne participaient pas du tout à ces activités culturelles, mais il y avait des braves gens qui avaient créé à côté de ça un club de football où là il y avait que les laïcs qui étaient. C'est idiot. Hein. Ah oui. Et il y a eu C'est une petite rivalité en fait, entre école laïque et école publique. Et il a fallu arriver à, il y a 10 ans pour qu'il y ait une fusion des deux équipes de football, 20 ans. C'est vrai? Pour qu'il y ait une fusion des deux équipes. Une fusion des deux équipes de football qu'on appelle l'avenir sportif. D'accord. Bah oui, c'est rigolo. Ouais. Et tout ça a pris fin à partir des années fin 50, début 60, quand les mines ont commencé à fermer. Oui. Ça devenait plus rentable à l'époque d'extraire de l'or ici? Les mines, la société, parce que ça avait été une société des mines avec des actions, forcément tout le montage financier, elle a été dissoute en 1900. Et 10 ans avant, disons qu'après la guerre 39-45, il n'y a pas eu d'exploitation. D'accord. Il y avait quelques ouvriers qui étaient là pour l'entretien de ce qu'il y avait à entretenir à la fin, mais c'était resté... L'activité était déjà bien réduite? C'était resté marginal, quoi. Et quelle était la part d'activité de M. Blavier dans l'exploitation des
était impliqué dans les mines ou pas du tout? Quand que les mines étaient en pleine activité, il était certainement impliqué dedans. Hein. Ah oui, parce qu'il suivait ça de très près. Quand il venait, on le trouvait à la mine. Si, il suivait l'activité de très près. Hein. D'accord. Il était dans le conseil d'administration. Je n'ai jamais vu un conseil d'administration de cette époque-là s'était ressemblé dans sa constitution à celui de l'époque d'aujourd'hui. Ah bon? Je ne sais pas. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Mais il était certainement très près dans les mines. Très très près. Et nous, ce qu'on sait après de l'époque Blavier, c'est que c'est Madame Dallouin qui devient propriétaire. Madame Dallouin a été légataire universelle. Et quelle était l'origine des relations entre Monsieur Blavier et Madame Dallouin? On les connaîtrait un peu, c'était un peu la vie privée, ça. Ouais. Monsieur Blavier avait eu, on peut le dire, c'était tout le monde qui a connu ça, il avait eu des relations avec une dame Bessenot d'Angers. D'accord. Dame Bessenot était une dame des filatures d'Angers. Et ils vivaient ensemble, il avait des relations comme il les a eues après. Et alors, Madame Bessenot étant décédée dans les années 40, 45, quelque chose comme ça, après, on a vu Madame Dallouin arriver, la remplaçante. Ouais. Arriver, la remplaçante. Et Madame Dallouin avait pris quand même, au fil des années, une certaine emprise sur Monsieur Blavier, quoi. D'accord. Alors, elle a été légataire universelle. Parce que c'était pas une dame d'ici, en fait. Comment? Ce n'était pas une dame d'ici, de la région. Non. Ce qu'on a su, la famille de Madame Dallouin, c'est de Bordeaux. D'accord. Elle était l'infirmière de Monsieur Elle était infirmière, Blavier. Elle était infirmière de profession, je crois. Profession. Elle était infirmière de profession. Alors, elle n'est pas arrivée là comme infirmière, je pense pas. Elle a peut-être exercé sa profession quand il en a eu besoin. Mais davantage des relations personnelles avec M. Blavier que ça. Alors, elle a eu une emprise sur M. Blavier certaine, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, quoi. Elle est devenue légataire universelle. Et ça a été le commencement de la dissolution des métairies. Elle a commencé par vendre des métairies, c'est ça? De tout. Parce qu'il y avait un domaine, il y avait quand même en exploitation, en propriété Blavier autour de 1000 hectares. Vous vous rendez compte? Qui était sur la partie commune de Saint-Pierre, la partie qui touchait la Bellière, là, et puis sur la Salobrie, la côté sud de la Salobrie. D'accord. Et on le disait souvent, M. Blavier pouvait faire le tour de sa propriété, de toute sa propriété, sans mettre les pieds chez un autre propriétaire. Ah oui? C'était formidable, ça. C'est incroyable, ouais. Tout était centré, tout. Incroyable. Incroyable. Alors, il est évident qu'à la mort de M. Blavier, toutes les fermes se sont vendues, quoi. Et dans la foulée, elle a pris cette décision incroyable de détruire le château de la Bellière. Alors là, elle a pris, il y a eu des... Il faut dire que le souhait de M. Blavier, pour partir de là, que le souhait de M. Blavier, il avait mis le souhait que son château soit affecté de retraite pour des personnes âgées. Et il y a eu des pourparlers avec la municipalité de l'époque. J'en faisais pas partie à l'époque, moi la municipalité de l'époque, il n'y a pas eu accord. D'accord. Il n'y a pas eu accord. Pourquoi il n'y a pas eu accord, j'en sais rien. Il est évident que la conception même du château, il aurait fallu des travaux importants pour que ce soit pour une personne âgée, mais bon. Même, dans le fond de moi-même, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il se démolirait. Oui, non. Je ne pense pas. C'était un château récent, il avait 100 ans pour un château, c'est récent. Hein. C'était très récent. C'était très récent, voilà. Est-ce qu'elle a à la ferme avant de... Ou est-ce qu'elle a pris une décision unanime sans prendre un peu la tendance des gens qui étaient là pour savoir s'ils étaient d'accord ou pas sur Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été fait, bon, je ne peux pas le dire clandestinement, mais seulement, c'est une décision qu'elle a prise toute personnelle. Parce qu'elle, déjà à ce moment-là, elle n'habitait plus de château. Elle était dans l'orangerie. Elle était dans l'orangerie. D'accord. Elle était dans l'orangerie.
Donc ça créait des servitudes de passage, tout ça, avec une activité. Et ça, elle n'a pas voulu, alors elle a détruit le château. Moi j'ai une petite, je crois que dans mon livre, j'ai une petite phrase qui dit « Je ne veux pas porter de jugement sur la gestion du patrimoine de la Bellière, mais seulement, j'ai quand même vu cette destruction-là avec beaucoup de mélancolie et beaucoup de tristesse. » Bien sûr, bien sûr. Et vous pensez que sa motivation première, c'était quoi? Parce que c'était pour elle trop d'entretien, trop de difficultés d'avoir la gestion d'un château, ou pour elle, elle n'y était pas attachée, donc c'est... Je pense que pour elle, le château n'était pas adapté à sa conception de la vie. D'accord. C'était trop important, c'était une lourde tâche. Elle ne pouvait pas la garder pour elle toute seule, c'était pas possible. Et puis les pourparlers ne sont pas aboutis, donc elle a dit à ce moment-là, je le détruis. Mais je continue à penser que la destruction du château, c'est une décision personnelle. Décision personnelle. Je pense. Je pense. Et des souvenirs que vous avez, vous, de l'intérieur, quand vous rentrez dans le château, c'est quoi? Ce qui vous a marqué en premier? Ben, le château, dans mon petit recueil de livres, j'insistais pas beaucoup sur le château, parce que le château, je le connaissais très bien. Mais la vie intérieure du château, on la connaissait mal. D'accord. C'était davantage à la ferme, la partie agricole, que la partie intérieure du château. Bien sûr. Mais quand même, c'est un château qui avait, je ne sais pas combien de pièces, c'était énorme, quoi. Vous parlez d'une salle de billard, je crois, un fumoir, des escaliers monumentaux, avec les tableaux de la famille. Je me rappelle le hall d'entrée, par exemple, qui partait ce qu'on appelait le perron, où on rentrait la rentrée officielle des grandes réceptions. C'est ça. C'était magnifique, ce salon qui était là à l'accueil, avec des escaliers, des grands escaliers tournants qui montaient à l'étage au-dessus. C'était magnifique. Hein. C'était magnifique. Magnifique. Et il y a un petit épisode qui m'a fait rire dans votre livre, c'est quand il y avait un employé qui travaillait avec vous au champ et puis qui traînait un petit peu la patte parce qu'il allait trop lentement et que la soirée commençait à bien avancer, il fallait rentrer. Et que Monsieur Blavier, vous voyez un peu d'un œil distant, s'énervait contre cet employé. Et quelques jours après, il vous a repris en disant que si vous vouliez diriger des gens, il ne fallait jamais vous énerver. C'est vrai ça? Exactement. Voyez-vous, quand on a 18 ans ou 20 ans, il y a des faits divers des faits qui marquent. Alors j'ai voulu signaler celui-là parce que c'est quand même un fait qui m'avait beaucoup marqué. Les employés de la ferme, c'était tous de braves gens, tous de braves gens, des ouvriers, des main-d'œuvre extraordinaires, formidables. Mais seulement ils avaient leurs heures de travail. Et le midi, le matin, on commençait à 6h30, 7h jusqu'à 11h30 midi, et puis le midi, on commençait à 2h, 2h30 jusqu'à 6h. Je ne me rappelle pas des horaires, mais seulement on était à ramasser du foin d'un temps orageux, et on en avait peut-être pour une demi-heure à ramasser notre foin. C'était important parce que le foin, on le ramassait à la main. À la main? On le ramassait à la main. Vous en faisiez des bottes comme ça? Moi, je voyais l'orage monter, je dis gentiment au gars, les gars, allez, un petit effort, là, au lieu d'arrêter dans 5 minutes, comme on devrait arrêter, on va arrêter un quart d'heure plus tard, puis notre foin va être ramassé. Alors, il y en a un qui prend la parole et puis qui ne voulait pas. Alors, moi, j'avais 20 ans, j'étais comme tous les jeunes, je me suis énervé un peu, quoi. Et pendant ce temps-là, il y a M. Blavier, parce que quand il y avait du foin à ramasser comme ça, il venait avec un cheval et le râteau derrière, il venait le râteau. Alors, il avait assisté à cette petite scène-là. Et puis le lendemain, c'est une lendemain le soir, il me dit comme ça, tu sais, quand on veut travailler, si tu veux commander des hommes un jour, il ne faut jamais te mettre en colère. Et ça me marqué. Et j'ai raconté cette petite histoire parce qu'il faut faire voir que partout il y a des exigences. Bien sûr. Partout, il y a des exigences. Alors le lendemain matin, la fin de l'histoire, c'est que le lendemain matin, on coupait à ce moment-là. Que j'avais un peu surmonté la veille au soir. C'était un homme extraordinaire. Il travaillait. Alors Sappho, je lui ai dit quelle Sappho, elle était d'après moi,
Et la langue pour le suivre. Je dis ça, il perd. Oh, c'est des faits divers, ça, c'est justement sans être responsable du travail, mais mon père était régisseur, alors je me sentais un peu la responsabilité d'emmener les autres, de mener Voilà. du travail, c'est ça, je me sentais un peu responsable sans l'être, quoi. D'accord. Ah oui, mais ça... Parce que la paillerie, l'exploitation de M. Blavier à ce moment-là comportait donc la tourtelière, où est Jean-Yves présent, quoi. La paillerie La paillerie. et la barbinière. La barbinière qui est de l'autre côté de la forêt, là, c'est ça? C'est de l'autre côté, de l'autre côté du bois, ou de l'autre côté Du bois. Sur Beauport. Voilà. C'était les trois fermes qui faisaient l'exploitation agricole de la Bellière. On D'accord. travaillait dessus. Oui. D'accord. Et chaque ferme avait sa spécialité au niveau des cultures, des choses comme ça, ou chaque ferme faisait essentiellement les mêmes choses? Ah non, chaque ferme, c'était un ensemble. C'est un ensemble, Ah ben c'était un ensemble. mais exploité par des gens différents. Non, quand je parle les 120 hectares là, Quand vous parlez de la barbinière, quand vous parlez de la paillerie et de la tourtelière, oui, ça c'était la ferme, l'exploitation agricole de M. Blavier, dont mon père était régisseur. ah voilà, d'accord. C'était un Ah oui, ensemble. c'était un ensemble C'était seulement. les trois lieux-dits qui faisaient qu'une chose. D'accord. C'était les Oui, trois oui, lieux-dits oui, qui oui. faisaient... Oui, les trois lieux-dits. Le centre de la ferme, c'était la tourtelière à présent, quoi. Mais les autres, c'était pareil, ça dépendait de la... C'était la même gestion. C'était la même gestion. C'était la même gestion, oui. C'était grand, hein. C'était grand. Effectivement, pour faire le tour de la propriété, il fallait se lever tôt le matin. Ouais, et pour la petite histoire là aussi, il faut dire que ces exploitations, ces trois exploitations-là, et la barbinière puis la paillerie sont quand même assez éloignées les unes des autres. Ouais. Avant que tous les travaux de culture, tout ça, ça se faisait avec les chevaux. Alors quand les chevaux Les labours, tout ça, parlaient d'un côté pour s'en aller dans l'autre, ils étaient il y avait tout de suite Ah une oui. demi-heure de déplacement. Ah oui, oui, j'imagine. Hein. Ah D'accord. ouais, c'était complètement autre chose. Hein. Ouais. Pas du tout pareil. Et quel regard vous portez sur l'évolution comme ça de la propriété avec les années comme ça? Vous devez être un peu triste, non, de voir que c'est devenu comme ça? Bon, c'est- la conclusion, pour la conclusion, mais enfin, après, la chose positive qu'il a pu y avoir dans cette succession à la Bellière, c'est que tous les agriculteurs qui étaient exploitants, ils ont acheté leur ferme. Voilà. Ils ont acheté leur ferme. Et tous, c'est quand même resté un bien familial. Et les conditions, je pense qu'ils n'ont pas acheté dans de mauvaises conditions. Mais après la mort de M. Blavier, quand même, toutes les fermes, ce sont les exploitants qui sont pratiquement restés dessus partout, quoi. Ça, c'est un point positif qui a fait quand même qu'il y a pas mal de fermes encore aujourd'hui qui sont stables, qui sont exploitées. Après, ben, je ne sais pas, moi, c'est une évolution. L'évolution qu'il y a eu à la Bellière, je pense que c'est l'évolution générale qu'il y a eu de l'agriculture. C'est ça. C'est l'exploitation générale qu'il y a eu de l'agriculture. Au niveau national, partout, ça s'est Partout, développé. partout. Moi, je me souviens, sur la commune de Saint-Pierre, qui fait un peu plus de 2000 hectares, quand j'avais été président du syndicat agricole, moi, avant d'être maire, il y avait 70-72 sièges d'exploitation. Comme la paillerie, comme la barbinière, 72. 72. Et puis aujourd'hui, il y en a 7 ou 8. Ah oui. Tout s'est divisé finalement. Tout. Une évolution. Donc, bon, l'évolution de la Bellière, elle a été prise dans cette évolution-là. Ouais. C'est vrai que les temps ne sont pas les mêmes quand vous racontez que les fauches c'était à la main. C'est pas du tout pareil. Le mode de vie était différent à cause de l'évolution de ce style d'agriculture finalement. Quand on pense à l'évolution de l'agriculture qu'il y a eu. Et de la technologie aussi, de l'électricité, l'avènement de l'électricité dans les fermes, etc. Ouais. Ça a révolutionné un peu les modes de vie finalement tout ça. Ouais. Ah, c'est ça, c'est une évolution. Même supposons que l'exploitation de M. Blavier, qui était 120 hectares,
qui était à ce moment-là l'exploitation agricole, avec 120 hectares. Et on travaillait dessus, 10 à 12 personnes. Elles ne pourront pas vivre aujourd'hui. Et les enfants, ils sont 2 dessus, ils ont 120 hectares. Eh oui. Vous voyez? Eh oui, ça fait beaucoup. Emmanuel et puis Nicolas, et puis Jean-Yves, c'est encore là un peu, quoi. Mais ils exploitent 120 hectares. Autant qu'on en exploitait à ce moment-là avec 12 personnes. Oui. Est-ce que les machines sont là? Et les machines sont là, tout est là, quoi. Toute une évolution. Je pense que pour dire de la Bellière, elle a été prise dans le tourbillon de l'évolution agricole, quoi. Mm. Parce qu'on a vécu les dernières années, justement, de cette agriculture traditionnelle qui existait de nos parents. Oui. On a été, ma génération d'exploitants, on a été là juste, je dirais, c'est la transition entre les 2 modes d'exploitation. Mm. Vous étiez à cette période charnière de transition d'agriculture? C'était une charnière. Ouais, ouais. Quand j'ai commencé à travailler, c'était l'ancienne l'exploitation de nos parents, avec tout le travail manuel et tout ça. Puis alors après, c'était l'autre agriculture. Ouais. Tu sais, quand on voit, je crois qu'il y a quelques petites photos sur le livre, quand on voit le transport avec un petit... Il se transportait avec ou les la chevaux à l'époque. la moissonneuse avec des chevaux, Ouais. puis 4 ou 5 chevaux au-dessus. Alors qu'est-ce qui a fait, Monsieur Audouin, que vous êtes venu vous installer à la Tourtelière alors que votre famille était au Fief Sauvin à l'époque? Je suis né au Fief Sauvin, oui. Alors mes parents étaient au Fief Sauvin, ils se sont mariés, d'accord, moi je suis né au Fief Sauvin, ma soeur aussi. Et sitôt la guerre, il faut remonter dans les années 20-22, quoi. Mm-hmm. Et mon père était de ceux qui avaient fait la guerre de 14-18. Il s'est rentré au Fief Sauvin, il s'est rentré dans la famille par contre, il s'est marié au Fief Sauvin, et après il cherchait une place. Une place, comme on dit, il fallait trouver, et il a été embauché par M. Blavier à ce moment-là. D'accord. Et c'était en 1922, 24, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis, il est venu à la Barbinière. Ah voilà. Ils sont venus à la Barbinière, comme salariés agricoles. Puis après, bon, c'est là que j'ai jamais compris toute leur promotion qu'ils ont eue pour devenir régisseurs. Mm. Ça, c'était des gens, je ne sais pas comment expliquer, plein de bon sens, courageux, intelligents. Puis il n'y avait pas eu d'école primaire, ils étaient sortis de l'école, au niveau de l'école primaire, à 12 ans. Ouais. Puis alors après, ils sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait. C'est un beau parcours de réussite, hein, je trouve. Je trouve ça formidable. Ouais, ouais. Tout en étant attaché à sa terre, en restant... Je trouve ça formidable. Ouais, ouais. De voir que de génération en génération, on puisse... Et il y a des fois que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, il serait possible de partir sans formation intellectuelle, appelons-la comme ça, Oui. pour avoir une réussite professionnelle comme ça? Mhm. Je me le demande. Ouais. Mais c'est une belle histoire, en tout cas, l'histoire de la Bellière. Je me le demande. Ouais. Parce que ils sont partis, ils sont pas au point de vue intellectuel, ils sont partis de rien. Et quand je me souviens après comment ils se débrouillaient avec les chiffres ou pour faire une lettre et tout ça, Ouais, ils ont appris sur le tas, en autodidacte, comme on dit. C'est ça. C'est ça, autodidacte. Ouais. Et vous pouvez me parler un petit mot de ce que vous racontez vos grands-parents, vos parents sur les Vendéens, les guerres de Vendée, tout ça, ce qui se passait à l'époque, sur les événements qu'il y avait au Fief Sauvin. Vous parliez qu'on jetait les Vendéens par-dessus la rivière dans l'Èbre, tout ça. C'est ça. Ah ben ça, oui, c'est resté dans l'histoire, ça. J'avais la famille Audouin, qui était des souches terriennes du Fief Sauvin. Mes grands-parents des deux côtés. J'ai même un petit bout de mes grands-parents aussi, parce que, étant jeune, après, puis ça m'a toujours marqué. J'avais les parents de mon père qui habitaient auprès de la forêt de l'Épau. Oui. Qui vivaient sur 3 ou 4, 5 ou 6 hectares avec 3 vaches, 4 cochons, 25 poules.
Et on vivait que de ça, en Et fait. ils ont Hein. élevé comme ça 6 ou 7 enfants. Ah oui, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Avec ce peu d'animaux, ils ont réussi à élever toute la Rien. famille. Et je me souviens, j'ai des souvenirs de rêves de mon grand-père avec ses fagots. Il transportait pour transporter les aliments pour ses bestiaux. Les choux, il ramenait les choux des champs. Les choux. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, mon grand-père, il était meunier sur la rivière Lèvre. Là. Oui, où il y avait plusieurs moulins, oui, vous racontez. Un moulin qui était utilisé juste à la limite du Fief Sauvin et de Beaupro. D'accord. Et là, ben, je trouvais qu'il y avait un autre, il y avait un plus dans leur façon de vivre. À quel niveau? Je qualifierais d'un homme, moi il m'a beaucoup appris dans la gestion. D'accord. Il m'a beaucoup appris dans la gestion de toute une entreprise, et tout, même pour la commune après. C'était parce que lui, c'est mon père, donc et puis on travaillait à ce moment-là, il y avait pas la banque, on ne travaillait pas avec la banque, tout était écrit, puis la caisse. Alors, dans le courant d'un mois, il y a des rentrées, il y a des ventes, ça fait des recettes, puis il y a les dépenses à côté, il y a les salaires, il y a tout ça. C'est donc mon père qui faisait tout ça. Alors, tous les mois, quand il avait, je ne sais pas quelle période dans le mois, mais tous les mois, M. Blavier venait à la maison. Ah, ta caisse! Alors, c'était pour le moment qu'il fallait que les enfants, ils s'en allaient au bureau, mais il fallait pas, ça se passait pas. Quand les enfants étaient à la maison, ils avaient le droit d'aller de l'autre côté. D'accord. Bon, alors, tu avais tant d'argent en début de mois, tu as eu tant de recettes, et puis tu as eu tant de dépenses, tu dois avoir ça dans la caisse. Allez, on compte tout ça. Il fallait que ce soit au centime près. Au centime près. Hein. Ah, bah, sinon, c'était retenu sur salaire, c'est ça? Hein? Sinon, c'était retenu sur son salaire. C'était retenu sur salaire. Donc, quelqu'un d'intransigeant. Ah ouais, ça, ouais. Moi, je me rappelle, et quand ma mère est décédée, c'était en 1905, ma mère est décédée brutalement, c'est donc ma femme qui a fait ça après, c'est exactement pareil. Et je suis parti payer, il me rappelle une fois, moi, ça je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais c'est parce que c'est des histoires qu'on raconte comme ça. J'étais parti payer l'électricité, la consommation d'électricité, et que je rentre à la maison, j'avais une erreur importante dans mes comptes. Alors j'ai refait tous les fournisseurs que j'avais payés avant pour retrouver l'erreur. Je l'ai trouvé, c'était le paiement de la consommation électrique et je m'étais trompé. Alors j'ai récupéré mon billet, mais on n'était pas tranquille avec ma femme parce que ça faisait une retenue sur le salaire. Hein. Ah oui. Oui, ça, ah, il vous a appris à gérer une entreprise, hein, il était très exigeant là-dessus, très exigeant. Très exigeant. Il faut dire qu'à l'époque, il vivait essentiellement des fermages, en fait. Ah ben, il vivait que de ça. Les revenus fonciers. Et les revenus fonciers. Les revenus fonciers. D'ailleurs, la ferme, comment que je dirais, la ferme s'autofinançait quand même largement. Hein. C'était plus facile dans une exploitation agricole que ça l'est aujourd'hui. Oui. Ah oui. Il y avait moins de dépenses, c'était plus... Oui, c'était davantage une exploitation agricole, mais il vivait davantage en autonomie, c'est-à-dire sur sa production. D'accord. Le lait, le blé, sur son autonomie, il y a beaucoup moins d'argent au niveau d'une exploitation, beaucoup moins de mouvement d'argent au niveau d'une exploitation agricole qu'aujourd'hui. Puis il y a moins de charges. Il y a moins de charges à l'époque. Il y a moins de charges. Et c'est pareil, et je vais toujours, M. Blavier, c'était un homme, en plus de ça, ses exigences qu'il avait, mais très social. Très social. Avec ses employés, avec les gens de la ferme. Avec ses employés. Ses employés, par exemple, au niveau des assurances. D'accord. Au niveau des assurances sociales, c'était ça. Moi, j'ai commencé à travailler chez lui en 35-36, j'avais 14 ans à l'époque, on y allait. Et bien, tout de suite, sitôt inscrit aux assurances sociales. Ah oui, quand même, donc il avait le souci... Dès à ce moment-là. Et quand les assurances sociales sont rentrées en application en agriculture, lui, il a affilié tout son personnel dès le premier jour, sitôt que ça a été obligatoire. Et je me rappelle, moi, des réflexions, là, c'était le début, un peu le début, ça, je ne me rappelle plus quelle année, mais que j'entendais des salariés. Le terme de vieux n'est pas adapté, parce qu'ils étaient beaucoup plus vieux que moi, j'ai considéré vieux, mais ils avaient peut-être 40 ans. D'accord, oui, c'était des jeunes vieux alors.
Les jeunes Mais vieux. non, mais moi j'avais 20 ans, j'entre là, Ouais, ouais. c'était des aînés, quoi. Voilà, voilà. C'était des aînés. Et ben, je les entendais faire des réflexions dans ce sens. Ah oui, tu te rends compte, ça va encore payer davantage, c'est encore des retenues sur les salaires, Ah bon. c'est encore ça de plus qu'on va être obligé de payer. Ils ne pensaient pas à ce moment-là à la retraite qu'ils pouvaient bénéficier. Ah oui, voilà. Ben non, mais c'est ça. C'était pas rentré encore dans les mœurs. Mais c'était pas ancré dans la... Si lui, en tant qu'employeur, pour lui c'était une affaire, il fallait le faire, tandis que ses employés, ils n'étaient pas mûrs, je dirais. Encore pour adapter ça. Et le personnel de la Bellière avait, tout le personnel d'ailleurs, avait des avantages en nature qu'on appelait. C'est ça, du lait, lait, les fins de mois. Il y avait les salaires, il y avait les jardins. Bon, les jardins c'était leur potager. distribution, ils géraient leur jardin comme ils le voulaient. Une barrique de vin. D'accord. Une barrique de vin. Ça comptait à l'époque. Eh ben, c'était énorme. Ouais. Une barrique de vin et du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Et tout le monde avait droit à sa part. Oui, tout le monde avait droit à sa part. Ouais. Le bois de chauffage, le barrique de vin, ça c'était... On avait 3 ou 4 hectares de vignes à ce moment-là. Ouais. J'ai récolté 50 à 60 barriques de vin, c'est ça, je me rappelle de ça. Ouais. Alors, en plus, vous buviez le vin produit sur les terres, en fait, c'est ça? Produit sur les terres, oui. D'accord. Oui, c'est produit sur les terres. Alors, le barrique de vin, et puis... Alors, pour la petite histoire, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils ne me rappellent plus du nombre de fagots de bois. Ah oui. C'est ramassé en fagots. Bien sûr. Et puis une corde de bûche, c'est-à-dire du gros bois de chauffage, quoi. D'accord. Alors, les fagots de bois, c'est les employés qui les faisaient, c'est le bois qui, tout l'hiver, ils avaient travaillé une partie de l'hiver pour faire le bois qui revenait après. Eh ben, je vous assure que pour les soulever, ces fagots-là, il fallait être costaud. Oui. De poids de la... Pas besoin d'aller à la salle de gym, hein. À l'époque, on se musclait naturellement. Il fallait être costaud pour les soulever parce que... C'était des gros fagots de bois, oui. Les fagots de bois pour passer l'hiver. C'était des avantages en nature, c'était alloué là, en plus du salaire. Donc quelqu'un finalement d'assez généreux, monsieur Blavier. Moi, généreux, je dis pas, mais enfin social. Quoi. Social, quoi. Il répondait au plaisir des gens. Oui, quand il avait des ouvriers dans la peine ou quelque chose, il était très, très près des gens. Au niveau de sa personnalité, c'était quelqu'un d'assez bourgeois, c'était quelqu'un proche des gens, c'était quelqu'un de... Nous, on l'a toujours considéré comme très social, très proche des gens. D'accord. Et puis je pense que la majeure partie de son personnel, c'était ça. C'est quand il a arrêté l'exploitation, eh bien, le personnel était bouleversé. Bouleversé parce qu'ils perdaient leur travail et en plus de ça, ils perdaient un bon patron. D'accord. Ah oui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé finalement, monsieur Blavier, là? Quand il est décédé, ouais. Vous connaissez sa fin? Non. Elle n'est pas citée dans le livre, en fait, très vaguement. Ça ne s'écrit pas dans le livre. Hein. Ça s'est dit comme ça, c'est un coup de fusil qui s'est donné. Il s'est donné un coup de fusil. Donc il était en période de déprime à la fin de sa vie? Et il était très déprimé. On voyait, parce que ça c'était en 59, parce que moi j'ai pris l'exploitation à la suite de ça. J'ai pris l'exploitation à mon compte en 59. Et on le voyait, il avait pris la décision d'arrêter son exploitation. Mon père, qui était régisseur, avait 65 ans, donc il a arrêté son activité, et M. Blavier avait pris la décision d'arrêter son exploitation à la Toussaint 59. D'accord. Et là, et tous les mois d'avant, nous qui le voyions, je le voyais tous les jours, mes parents le voyaient passer à la porte, tous les jours, il rentrait à la maison, il était très déprimé, ce monsieur. Très, très, très déprimé, puis un beau jour, il s'est donné un coup de fusil au mois d'avril 59. D'accord. Alors ça, des dates qu'on n'oublie pas. Mais alors pourquoi il était si déprimé? Ça venait de quoi, ça? Ça venait que, pour lui, arrêter son exploitation et puis qu'il n'y ait pas de suite, arrêter toutes ces activités comme ça qu'il n'y ait pas de suite, c'est un échec de sa vie. Ah oui, il le prenait tel quel. C'était un échec de sa vie. Parce qu'il aimait bien, moi j'ai eu des réflexions que j'ai entendues de sa bouche,
vis-à-vis de ça. C'est un échec de sa vie de ne pas avoir de successeur sur son entreprise. Mais de là à mettre fin à ses jours, quand même, c'est... Ah bah oui. Il aurait pu laisser la gestion de l'exploitation à quelqu'un qui était déjà à la ferme, Ah oui. pour prendre la suite, finalement. Ah ben ça, Et lui, il aurait passé une retraite tranquille au château pendant ce temps-là, et a passé des jours heureux. C'est une chose que même aujourd'hui, je n'arrive pas à m'expliquer. Comment cet homme que j'avais connu en activité exigeant toutes les qualités que je lui connaissais, comment il est arrivé à ça. Je n'ai pas compris. Parce que le fait de ne pas avoir de descendants, finalement, pour trouver une suite à la gestion de ces fermes, c'est une chose, mais il aurait pu trouver quelqu'un d'autre, finalement. Mais, bon, il était très pris, il était très, comment je dirais, Madame Delvin avait beaucoup d'influence sur lui à ce moment-là. Ah oui, déjà? Beaucoup. Oui. Avant ça, beaucoup. Et elle n'a pas su trouver les mots pour le réconcilier dans sa peine? Et pour moi, non, je sais pas, j'en sais rien. Mais je sais pas, c'est des choses qu'on peut pas, moi je peux pas me l'expliquer. Ils vivaient ensemble, je peux pas m'expliquer. Ces derniers mois que j'ai connu M. Blavier, voilà dans l'état de déprime qu'il était, quoi. Et mes parents non plus d'ailleurs. Donc à la fin de sa vie, il est resté un peu fermé sur lui-même, quoi. Il voyait la fin de sa vie, il avait, pour lui, non, je peux pas m'expliquer comment qu'il est arrivé à ça, cet homme-là. Donc une fin assez tragique pour M. Blavier. Pour l'homme que c'était, c'est une fin tragique.